président Abdel Fattah al-Sisi au présentateur et animateur Oussama Kamel. Durant cette interview, le président Abdel Fattah al-Sisi a fait le bilan de 2 années de règne. Je rappelle que le président Abdel Fattah al-Sisi a accordé hier cette interview au journaliste Oussama Kamel. L'entretien a été retransmis sur toutes les télévisions égyptiennes. L'interview a duré 40 minutes et a abordé plusieurs sujets dont les réalisations du président ainsi que les défis qu'affronte l'Égypte. Pour parler plus de cette interview et analyser son contenu, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Cherif El-Demerdesh, analyste politique. Nous sommes ravis de vous avoir. Bonjour. Alors, tout d'abord, on voudrait parler de l'importance de l'interview qu'a voulu accorder le président Abdel Fattah al-Sisi à Oussama Kamel pour s'adresser à toute la nation égyptienne. De mon point de vue, c'était un discours rassurant. C'est-à-dire, on pouvait inspirer que le président, il était rassuré, il était confident, et il parlait dans un langage de quelqu'un qui a franchi une tempête. C'est-à-dire, ça m'a donné l'impression si je voulais, disons, mettre un titre, je dirais, après la tempête. Ça, c'était mon impression. Il parlait d'un ton sérine, il n'était pas tendu, je ne parle pas du contenu, hein. Je parle du message qu'il a réussi à envoyer au peuple égyptien. C'est ça de quoi je parle actuellement. Alors c'était un dialogue rassurant. Il a parlé de tout, il a abordé tous les sujets, peut-être sans profondeur, c'est-à-dire il a touché à tous les issues sur la piste du débat politique. Il a touché ici et là, mais c'est-à-dire il n'était pas tendu, il n'a pas critiqué, il n'a pas, disons, il n'était pas en agression contre qui que ce soit. Alors, c'était différent de mon point de vue. Et je pense qu'il a réussi à donner l'impression qu'il voulait donner. Cette interview, elle a été faite sous la demande de Oussama Kamel ou c'est le président qui a voulu accorder cette interview? C'est une question que beaucoup se posent. Hein? Non, mais je pense personnellement, parce que ça c'est vrai, Oussama Kamel, c'est un des journalistes, un des présentateurs, de mon point de vue, je le respecte. Le type est respectable. Alors, c'est peut-être qu'il a été choisi par le président pour faire le discours. C'est-à-dire, si le président, c'est le choix du président, personnellement, félicitations. Non, on ne parle pas du choix de la personne de Oussama Kamel. On parle de l'interview. Est-ce que c'est une interview que le président a voulu accorder ou bien est-ce que ça a été une invitation pour que le président s'adresse au peuple? Je pense que le président... On parle de l'initiative même. En un sens, c'est-à-dire, je ne suis pas dans la cuisine, hein, mais je pense que le président, si vous vous rappelez, il a dit qu'il va donner un bilan pour ces 2 ans de mandat. C'est-à-dire, l'idée de présenter un mandat, un record, tout ça, elle existe. Mais l'instrument, c'est le président qui a choisi d'adresser le public à travers Oussama Kamel parce que Oussama Kamel a une certaine acceptance par le public parce que c'est un personnage respectable. Et modéré. Oui, il est accepté. Hein. C'est-à-dire vous allez trouver des critiques contre tout le monde. Mais Oussama, il a disons, le moindre critique. Alors oui, il a choisi, le président, le moyen, l'outil de donner son record, peut-être, et il a bien choisi. Et s'il était assis sur une chaise comme ça, comme les fois précédentes, et parlant, non,
Cette fois-ci, c'était plus vivante, plus, disons, il a essayé à créer un espace de rapprochement avec le public à travers Oussama Kamel. Pourquoi il n'a pas choisi l'une des figures très connues des époques passées, c'est-à-dire quelqu'un comme Amr Adib ou bien Lamis Al-Hadidi? Oussama, c'est le plus équilibré, le plus modéré, le moins critiqué. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire, cette position acquise par Oussama, c'est mérité. Tout le monde, je ne parle pas comme analyste, hein, je parle comme un spectateur égyptien. C'est le seul que je respecte. Bon, outre le choix de la personne, durant l'interview d'hier, qu'est-ce que Oussama Kamel a pu faire passer au peuple égyptien comme message qu'ils attendaient vraiment d'après cette interview? Le peuple est concerné dans cette étape par le coût de vivre, c'est-à-dire les prix, les hausses des prix, et la situation économique actuellement est très difficile pour au moins 60 millions Égyptiens, au moins. Alors ça c'est grave. Alors ça c'est le premier issue que Oussama, le président, il a parlé. Il a dit patience, patience, confiance, c'est-à-dire solidarité, et travailler. Il a dit il a dit des choses très importantes, qu'il a choisi d'attaquer des problèmes que les autres n'ont pas eu le courage d'aborder pour des années. Ça, c'est vrai. Ça, Comme quoi, par exemple? Tous les problèmes. Oui, mais comme quoi? On voudrait être plus spécifique. C'est-à-dire, quand on parle de l'économie, on parle de l'issue de subventions. Tous les gouvernements passés, ils ont refusé de toucher à ce sujet sous la pression, disons, sociale ou quoi que ce soit. Et tout le monde connaît que que veut dire subvention? C'est-à-dire que vous achetez le présent sur le compte du futur. Quand vous avez une dette nationale, le dette intérieure de cette immensité, c'est-à-dire que vous achetez le présent au coût du futur. Je parle, hein. Quand vous avez c'est-à-dire, il y a beaucoup comme on dit, si on parle sur le plan économique, il y a beaucoup de points qui sont radicaux. C'est-à-dire, il fallait faire des corrections, des pas correctifs depuis des années. Je vous donne les subventions, l'éducation, le logement, mais ok, on avait un taux en 17%, un taux de développement, un taux de... Mais il y avait beaucoup d'effections, il y avait beaucoup de choses qu'on a choisi de ne pas aborder. Alors, hier, il a dit que j'ai pris la décision d'aborder les problèmes que, pour des décennies, on a refusé de les aborder. Ça, c'est vrai. Alors, il y a un coût pour le développement. Ça, c'est deux. Ça, c'est vrai. Hein? Je ne dis pas que... Il a avoué que peut-être il y a des problèmes dans la performance des administrateurs. Tout ça, c'est normal. Il y a des fautes, c'est normal. Il y a des gens qui ne sont pas... ils n'ont pas la capacité, la capacité d'être des géants, disons, comment on dit, entrepreneurs. Ça, c'est vrai. Mais la vérité aussi qu'il a abordé des problèmes qu'on n'avait pas le courage de s'y approcher. Hein.
Alors, il a dit ça hier, clairement. Ça, personnellement, j'ai apprécié ça. Parce que le peuple, toujours, et c'est normal, il veut des résultats sans payer le coût. Bon, Dr Cherif, comment vous évaluez les progrès et les réalisations accomplies par le président au cours des 2 années passées? Premièrement, le président, il n'a pas hérité une situation facile. Qu'on est d'accord avec lui, qu'on n'est pas d'accord avec lui, qu'on a des sentiments. Non, mais sa tâche est très lourde. Très, très, très lourde. Ça, c'est vrai. Il a fait, c'est-à-dire sa vision économique, bien sûr, sa vision sociale, tout le monde la comprend. C'est un homme qui n'est pas pour la corruption, il a des tendances socialistes, et il est souciant de la souffrance des classes appauvries. Ça, c'est son... On sait très bien qu'il est bien réussi en ce qui concerne surtout les affaires extérieures, les relations... On vient à l'intérieur, là, il a. Mais à l'intérieur. Ah, voilà. Mais je voulais d'abord voir la situation. Vous savez, quand vous avez un bâtiment et vous voulez changer tous les pierres, il doit s'écouler. Si tous les pierres de ce bâtiment-là, ils ont besoin d'être changées, si vous changez tous les pierres dans le même temps, il va écrouler. Et c'est exactement le cas de la corruption du corps gouvernemental. Il est corrompu. On connaît tous. Alors, c'est-à-dire, comme on dit, le tissu qu'il a dans sa main pour faire une belle robe, un beau veste, quoi que ce soit, il est limité par beaucoup de choses qu'il doit, disons, attaquer avec prudence. Il doit changer lentement. On ne peut pas. Le bâtiment va s'écrouler sur la tête de tout le monde. Alors, même quand on parle d'économie, il ne faut jamais, disons, séparer l'économie de la corruption. C'est une poche trouée, percée. Vous mettez de l'argent, ça va s'infiltrer par terre. Alors, ça, c'est la corruption. 2, vous avez des problèmes qui demandent des changements des infrastructures. Le changement des infrastructures, ça demande du temps. C'est-à-dire, comme on dit, un réseau routier, c'est-à-dire vous voulez des investissements. Il faut de l'électricité, de l'énergie, de l'eau, des chemins. C'est-à-dire, tout ça, ça demande du temps. Ça ne donne pas un rendement immédiat. Mais le peuple, il veut manger aujourd'hui. L'argent qui est rentré, c'est-à-dire les devises étrangères, ça venait du tourisme, des investissements, des transferts des Égyptiens à l'étranger, des rendements du canal de Suez. Ça, c'était notre rendement de devises étrangères qu'on dépensait pour les importations, quoi que ce soit. Aujourd'hui, on n'a plus le tourisme. C'est-à-dire on a perdu au moins 10 milliards de dollars. Le canal de Suez, il est affecté par le commerce international, par l'économie stagnante dans le monde entier. C'est-à-dire il est dans le même niveau. Vous voyez les complots qui se déroulent sur les transferts des Égyptiens. Maintenant, on les achète en livres égyptiens à l'extérieur. Et l'investissement de l'extérieur, il a changé. Alors, il y a des problèmes, mais il a fait beaucoup de choses sur le plan de infrastructure, de paver le sol pour attirer les investissements externes et internes. Il a fait beaucoup de choses. Mais le peuple, il veut des résultats immédiats. Vous avez une inflation très grave, les prix ont haussé dans les 2 années, au moins de mon point de vue,
50-60%, ça exerce une pression sur le peuple. Le chômage, hein, il n'est pas dans les chiffres, disons, superbes. Et il y a des problèmes. Je pense que le problème principal du président, c'est-à-dire son cabinet. Il a besoin des gens supernaturels, mais il travaille avec des gens naturels. Vous voyez que... Mais docteur Cherif Demedèche, concernant les réalisations mentionnées par le président, surtout les plus grandes réalisations comme le nouveau canal de Suez, le projet agricole aux oasis, les routes, tout ça, ce sont des travaux qui ont été faits par l'armée égyptienne et non par le gouvernement. Sous la direction, l'armée ne peut pas faire ça. Bien sûr. Mais sous la supervision de l'armée. Mais l'armée n'a pas c'est pas l'armée qui fait. Où l'armée a été impliquée. Ah oui. Donc, pour les Égyptiens, c'est surtout, ils ont confiance en leur armée, ils voient des résultats de l'armée, parce que l'armée, elle a des sections, des départements où elle a des ingénieurs, enfin des... Supervision. Oui, voilà. Donc on se demande un peu où est le travail du gouvernement, surtout 2 ans après le règne du président Abdel Fattah al-Sisi. Oui, mais... Ça se reflète en quoi? Ça s'est reflété en quoi? Ouais. C'est-à-dire l'armée, je vous ai dit que, personnellement, je suis d'accord que le gouvernement est limité. Ça, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on parle de l'armée, c'est-à-dire toujours, ils ont l'impression que l'armée, c'est eux qui concrétisent le travail. Non, non, c'est des travaux privés, c'est des entreprises privées. Simplement, le gérant de cette opération, c'est l'armée. C'est-à-dire l'Handassia, c'est tout. C'est pas l'armée égyptienne qui... Non, c'est une division dans l'armée qui s'appelle l'Handassia, qui est en charge la supervision de monitoring. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que la corruption, on ne peut pas la nier. C'est-à-dire, on a vu avec nos yeux les autoroutes construites, puis après 2 ans, reconstruites, les ponts qui s'écroulent. On a vu, disons. Alors, on ne peut pas dire pourquoi ils donnent tout ça à l'armée. Où sont les compagnies de... Non, non, mais on ne reproche pas, au contraire. Non, je parle du... On se demande où est le gouvernement. Ok, le gouvernement, c'est-à-dire l'armée, par exemple, quand on parle. Le gouvernement travaille dans les secteurs de la santé, dans le secteur du renseignement. Est-ce que dans ces 2 secteurs, docteur Cherif, vous avez vu n'importe quelle évolution depuis 2 ans? Non, non. C'est pour cela que l'idée que je viens de citer, c'est que quand vous êtes en difficulté, vous avez besoin d'hommes spéciaux. Je respecte tout le monde, mais le cabinet, c'est-à-dire, il y a, par exemple, Ahmed Shaker, c'est un homme spécial. Le ministre de l'électricité. C'est un homme spécial. International. Oui. On a vu les résultats. Et ils travaillent sans trop parler. On voit les résultats. Alors, vous avez besoin de ministres qui ne sont pas, disons... Pour occuper des places. Mais docteur Cherif Demedèche, comme le président a présenté son bilan hier, d'accord? Oui, on nous dit qu'on doit quitter. Mais juste avant de quitter, ce serait une bonne idée que chaque ministre présente son bilan aussi pour que le président puisse filtrer. Celui qui a été un homme spécial, comme vous l'avez dit, on a donc besoin de lui au gouvernement. Celui qui n'a rien fait, je pense qu'il devrait laisser sa place à quelqu'un d'autre. En tout cas, on nous demande de terminer, donc je vous remercie d'avoir été parmi nous. On refuse. Impossible. Ici, impossible. Vous avez 2 révolutions, hein. On ne peut pas dire non aujourd'hui. Bon, merci d'avoir été parmi nous. Je remercie Inès aussi avant de terminer. Merci aussi Nabil. Merci beaucoup Dr Cherif d'être avec nous ce matin. Et on doit, avant de vous quitter, vous souhaiter un très bon Ramadan à toutes et à tous et passer une très agréable journée. Au revoir.